Voilà, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Laurent Gaillard Football Crème. Donc la deuxième édition de cette chronique, je dirais. Il sera essentiellement question, on va un peu plus balayer l'actualité footballistique européenne pour ce deuxième volet. Et essentiellement aussi parler de l'Olympique Lyonnais. Il y aura un gros focus sur l'Olympique Lyonnais parce qu'il y a matière à débattre, hein. Des choses se sont passées assez graves ce week-end du côté de l'Olympique Lyonnais. Une troisième défaite en une semaine pour l'Olympique Lyonnais. Donc il y aura pas mal de choses à voir ensemble, à discuter. Et croyez-moi, ça vaut le détour, hein. Ensuite, on va parler bien sûr, du choc au sommet de la Ligue 1 ce soir qui se termine en beauté, la clôture de la Ligue 1 avec ce classico Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Donc vraiment une affiche au sommet avec l'Olympique de Marseille qui a recruté donc un nouveau coach, un Rudy Garcia qui n'est pas un inconnu, loin de là. Et on va donc longuement faire état de cet avant-match avec les compositions en avant-première, et officiellement les compositions de nos deux entraîneurs, nos deux coachs qui va nous mettre l'eau à la bouche avant ce match, qui va débuter incessamment sous peu. Ensuite, on ira du côté de la Première Ligue. Il y avait un gros choc ce dimanche avec Chelsea, Manchester United, et là aussi des choses très très surprenantes. Et nous reviendrons aussi sur quelques résultats, notamment l'Atlético Madrid défait à OFC Séville, et on balayera un petit peu cette actualité. Donc en premier lieu, on va parler de l'Olympique Lyonnais, bien sûr, qui est notre gros focus, notre premier point de cette émission, notre point d'ancrage. Et l'Olympique Lyonnais nous a une nouvelle fois déçus depuis cette défaite à Nice. On croyait les Lyonnais pouvoir se réveiller de nouveau à Turin, contre Turin, au Parc OL, hein. C'était la première affiche de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions dans ce nouveau Parc OL, un nouveau choc qui opposait l'Olympique Lyonnais à la Juventus de Turin. De nouveau un 3-5-2 mis en place par notre coach Genesio, bien sûr, hein. Ce nouveau 3-5-2 avec un duo, oui, de la casette Fekir, ça je vous l'accorde, et qui est vraiment une réussite, une garantie, on va dire, pour Genesio qui a eu s'appuyer sur ça. Ensuite, notre coach, Genesio, a de nouveau fait parler de lui, avec ce 3-5-2, si je puis me permettre. Les aléas du direct, si vous me permettez. Voilà, donc avec un nouveau 3-5-2, avec des surprises en perspective contre la Juve, c'est ce mardi. Donc par rapport au match de Nice, on avait Tolisso Fekir, comme vous le voyez, et Ferry, Gonalon, Darder, Gaspard. Donc ça a un petit peu évolué contre la Juve. On avait toujours Ribus. On a eu ensuite une charnière avec Mapou, Nkoulou et le jeune Diakabi de 19 ans qui c'était un pari osé, pour Genesio puisqu'il officiait son premier match de Ligue des Champions, hein. Il n'a pas beaucoup de matchs dans les jambes aussi en Ligue 1. Donc on avait Diakabi, Mapou, Nkoulou et on avait, excusez-moi, Ribus, plutôt à gauche, et le retour de Raphaël à droite, qui a fait un gros match d'ailleurs. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait Ribus et Mamana qui étaient malades, ils n'ont pas pu participer à ce match. Ensuite, on avait toujours Gonalon, Ferry, Darder et non, excusez-moi, en fait, c'était Gonalon, Darder, Tolisso et la casette Fekir devant. On s'appuyait sur un duo qui fonctionne. Et bon, c'est vrai que Lyon s'est fait bousculer dans le premier quart d'heure contre Turin. Après, ils ont su réagir par à-coup. Mais pour moi, une nouvelle fois, on devait jouer en 4-3-3. J'ai l'impression que l'appréhension du match par Monsieur Genesio, il a posé l'Olympique Lyonnais en victime à domicile contre la Juve. Même si la Juve, vous me direz, c'est une des meilleures équipes d'Europe, il n'y a pas de photo. Il y a 2 ans, ils ont fait une finale de Ligue des Champions, ce n'est pas rien. Mais on ne s'impose pas en victime. Premier match, deuxième match de toute l'histoire de l'Olympique Lyonnais dans son nouveau stade, depuis l'inauguration en Ligue des Champions. C'était attendu, une grosse affiche. On a construit un stade, c'est pour ça. C'est pour vivre des grands moments, qu'il y ait une intensité, qu'on puisse vibrer
Et Genesio nous met une équipe en 3-5-2 de nouveau avec seulement 2 joueurs offensifs contre la Juve. Avec vraiment une approche timide du match. Hein, vraiment, on ne sent pas d'impact du côté de l'Olympique Lyonnais, un pressing, mais sans vraiment aller au bout des choses. Alors que qu'on a des joueurs, comme je l'ai déjà répété dans le premier volet de notre chronique, on a des joueurs pour jouer, on a des joueurs de ballon, on a des joueurs pour poser le jeu. Et on se pose en victime à domicile contre la Juve. Même si la Juve, tout le respect que j'ai pour la Juve, ce n'est plus la Juve d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, la grande Juve. C'est une équipe qui est battable. Et on l'a vu d'ailleurs dans ce match de mardi. On l'a vu, c'est une équipe qui est battable. Ce n'est pas une équipe imbattable. On a des joueurs de qualité offensive pour les mettre en difficulté. On a des joueurs qui percutent. On a un milieu percutant qui sait tenir le ballon. On a des défenseurs qui sont un peu plus en difficulté en cette début de saison, mais on a quand même vu qu'ils ont été capables de faire le boulot, le taf, ils ont fait le match. Défensivement, ça n'a pas été le problème, puisque Mapou a été bon, Nkoulou a été assez bon aussi. Enfin, Mapou, je ne l'ai pas trouvé plus en difficulté que ça. Et c'est vrai que Diakabi a été surprenant, mais bon, il faut avouer qu'il est jeune. Et moi, je pense que 2 défenseurs, voilà, comme d'habitude, ça aurait suffi. Il faut aligner aussi une défense centrale à chaque match qui reste la même. Ça ne sert à rien de changer. Elle doit avoir des automatismes, cette défense. Pour avoir des automatismes, ils doivent jouer ensemble. Donc voilà, et on va un peu rappeler le scénario donc, du match. Hein. Donc Lyon un peu dominé pendant le premier quart d'heure, qui sort un peu la tête de l'eau au fur et à mesure du match, qui prend un peu confiance aussi par ses à-coups, et qui ses contres, mais qui arrive bien quand même à museler Gonzalo Higuaín du côté de la Juve, hein, qui n'a pas, il y a une ou deux actions, possibilités, mais pas vraiment dangereuses. Ensuite, il y a cette 37e minute. L'Olympique Lyonnais obtient un penalty grâce à Diakabi, ce jeune joueur de 19 ans en défense centrale. Donc ils obtiennent un penalty. 37e minute, on se dit que bon, on domine pas le match, c'est presque contre le cours du jeu, mais on tient quand même, on est là, on n'est pas dominé, on n'est pas écrasé, on subit un peu la possession, mais bon voilà, voilà. Et puis on a ce penalty à la 37e de Lacazette. Bon, Lacazette, il faut le rappeler, hein, qui revenait plus ou moins de blessure, puisqu'il avait une demi-heure contre Nice, dans des conditions à 10 contre 11. Voilà, c'est pas l'idéal non plus pour remettre un joueur en confiance, tout ça, après un mois sans jouer. Donc là, on le met contre la Juve. On attend Lacazette, hein, c'est un grand match, hein, c'est un grand avant-centre, il l'a prouvé, il marque des buts, c'est l'avant-centre de l'eau. Il loupe ce penalty. Bon, on va dire bouffonnelarité, mais il a manqué de détermination, ce penalty, de puissance, il a manqué. Il a manqué. Bon, après, on peut invoquer un problème de fraîcheur, de ce qu'on veut, mais il l'a manqué. Et ça peut être un détournant du match, hein, si on le veut à la 37e, juste avant la mi-temps. On aurait pu mener 1-0. Après, bah voilà, ça aurait instauré un certain climat de confiance. On l'a pas eu. Mais on a toujours. On a un Fekir aussi, hein, qui était, je dois le dire, assez décevant, bousculé dans sa première mi-temps. Pas dans le rythme, pas dans l'impact, Ligue des Champions. Même si c'est vrai qu'avec tout le talent qu'il a, il n'est qu'à, mine de rien, son troisième match de Ligue des Champions. Même pas son deuxième, hein, il n'a pas effectué le premier contre Zagreb, excusez-moi. Hein. Donc c'est son deuxième finalement match de Ligue des Champions, mais il a le talent, il a l'explosivité, il a la percussion, il a tout ce que vous voulez pour faire des belles choses face à la Juve, même si c'est, faut le rappeler, une des meilleures défenses d'Europe. Hein. Vous avez vraiment du talent de cette défense, avec notamment Bonucci, Barzagli, ils sont partie des meilleurs défenseurs du monde, il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, cette première mi-temps, on rentre à 0-0 hein, contre la Juve, 0-0 à la mi-temps. C'est un score assez cohérent, on se dit 0-0, voilà, en ce mi-temps il y a des possibilités. Même si on a des attaquants, on peut toujours faire entrer un troisième, on a du banc, hein, parce que je vous rappelle que dans ce match, tous les attaquants étaient valides aussi. Hein. On avait la casette Fekir titulaire, mais il y avait encore derrière Ghezal, Valbuena et Cornet, bien sûr. Il y a du monde quand même, on est d'accord. Deuxième mi-temps. On voit que Lyon rentre avec de nouvelles intentions, hein, plus agressif, plus dans l'impact, plus de pressing. Et on voit que ça y va. Là. Même Fekir, on voit un nouveau Fekir, très percutant, déroutant. Lyon récupère le ballon haut, n'a pas forcément la possession plus que ça, mais Lyon récupère le ballon plus haut, se crée des occasions contre. Il y a de l'espace là où Fekir, Fekir se crée une super occasion avec une passe et un pressing de Tolisso.
détourné miraculeusement de la main opposée de Buffon. Enfin bref, on est bien rentré. Et en plus, on a une nouvelle chose qui nous donne confiance, un nouvel événement dans ce match. C'est en plus Fekir sur un contre amené au milieu de terrain à 50 mètres du but qui efface deux Turinois. Donc il est ensuite face à Lemina. Et Lemina commet une faute sur un contre qui aurait pu créer vraiment une belle occasion pour l'Olympique Lyonnais. Deuxième carton jaune pour Lemina sur cette faute sur Fekir. Et c'est le carton rouge, l'expulsion. Donc les Turinois sont à 10. Donc là, on se dit, Lyon, il y a tout pour ne pas perdre en tout cas, pour faire quelque chose. Parce que là, on est bien rentré dans le match, on a les occasions, les attaquants sont. Enfin, Fekir, Lacazette sont bien, Tolisso en soutien derrière vient amener un surnom. Raphaël sur les côtés déborde, Tony Truant face à son vis-à-vis, sur Alexandro, il prend 9 fois sur 10 le dessus, il déborde, il est en feu. Voilà, donc on se dit, l'Olympique Lyonnais, voilà, est parti pour faire quelque chose. Puis on se dit même que Genesio là pourrait enfin faire un coup de coaching, vraiment un coup tactique, c'est-à-dire passer à 3 devant, parce que vous avez Newf qui est à 10, qui a un de moins, donc il va courir plus. Il y aura toujours un joueur démarqué sur un joueur lyonnais qui serait logiquement seul. Donc physiquement, il devrait pêcher les Turinois. Donc c'est là qu'on doit appuyer, mettre un troisième attaquant, un joueur comme Ghezal, qui virevoltant, quand il est frais, face à des joueurs fatigués, il fait la différence, il percute, par ses passes, par ses dribbles. C'est même mettre un coup au moral à l'adversaire de faire entrer un joueur comme ça. C'était le coup tactique à faire par Genesio, mais qui n'a pas encore pris ses responsabilités. Même si je ne veux pas lui jeter la pierre quand même à Genesio, parce qu'il a fait quand même une remontada l'année dernière, on ne peut pas l'oublier. Mais là, on sent qu'il a perdu un peu le fil. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que il y avait matière à obtenir quelque chose. Et c'est vrai que tout le monde aurait voulu un troisième attaquant. Ghezal n'est rentré qu'à la 80e. Alors que là, il y avait des possibilités. Il y avait vraiment des possibilités de gagner le match. Et au lieu de ça, bon, après on sort la casette parce qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, ça c'est clair. Hein. On n'aurait même peut-être pas pu le faire rentrer en tant que titulaire et le faire rentrer même peut-être à une demi-heure, tout contre Nice, ou 35 minutes de la fin. Parce que sa fraîcheur n'était pas là, on l'a vu quand même. Hein. C'est vrai que la Ligue des Champions, c'est autre chose que la Ligue 1, c'est un impact, c'est une intensité encore en plus. Donc il fallait ça. Et bref, la casette sort en plus à la 75e, 74e, 77e minute, 78e. Oui. On prend ce but de Quadrado. Alors, ça aussi, on peut en débattre. Un Quadrado, quand il est rentré, ça qu'il a fait un peu mal. La Juve était à 10. Hein. Alors, rappelons-le bien. Et il déborde Morel. Il frappe en angle fermé. Lopez ne ferme pas son poteau. Morel se fait déborder facilement. Deux petites erreurs comme ça. Et c'est le troisième. Et c'est le but de la victoire pour la Juve. C'est le but de la victoire. Juste après, Genesio se décide de faire entrer Ghezal. Mais on se demande qu'est-ce qu'il attendait. Il y a eu un remplacement, Darder, sorti, Ferry qui rentre. Mais ça, alors qu'on est à 11 contre 10, ça c'est un remplacement mais inutile. On ne doit pas faire du poste pour poste. Quand on a une équipe à 10, on doit appuyer. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Voilà, donc on a perdu ce match contre la Juve, hein, un match qu'on ne doit pas perdre. Vu du scénario, vu des événements, même si Buffon a été énorme, il a fait des arrêts de fou face à Tolisso aussi, à bout portant sur un coup franc de Fekir. Il y a eu des arrêts vraiment miraculeux de la part sur le penalty en plus. Il y a eu vraiment des arrêts miraculeux. Mais ce n'est pas tout. Voilà, cette défense à 3, c'est que des attaques en dehors. C'est beaucoup de choses qui ont pesé dans ce match. Bah, c'est vrai quand vous avez Buffon, il fait la différence aussi. Il faut bien le dire. Donc voilà, on perd contre la Juve. Hein. Deux défaites en quelques jours. Hein. Et puis là, on reçoit Guingamp ce samedi. On se dit, c'est l'occasion de se refaire à domicile face à Guingamp. Au nouveau Parc OL. Genesio revient enfin aux fondamentaux. Il remet un 4-3-3 qu'on attendait depuis quelques temps. Il revient à ce 4-3-3. On se dit super. 4-3-3 enfin.
Avec Fekir, c'est vrai, vous avez pu le voir qu'il va donc purger son match de suspension, hein. La commission n'a pas été clémente avec lui. Il purge son match de suspension. Et on en profite pour revenir à un 4-3-3 qui a tant réussi à l'Olympique Lyonnais dans cette deuxième partie de saison 2015-2016. Donc, avec une défense quand même, je dois mettre un petit point noir quand même sur cette défense centrale, hein. C'est que Genesio a décidé d'écarter Morel Mapou. Ça, c'est des choix qui n'appartiennent qu'à lui, hein. Même s'ils sont discutables, hein, de sanctionner des joueurs comme ça, les écarter du groupe, ce n'est pas toujours bon pour la confiance. Déjà que les joueurs sont un peu en manque de confiance, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il a décidé de frapper fort, hein, Monsieur Genesio. Il a associé Diakabi et Nkoulou. Des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, hein, ça faut le rappeler. Des joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière. Nkoulou n'était pas là l'année dernière, il est un peu à la peine depuis ce début de saison. On met avec un jeune, Diakabi, qui a joué contre Turin, qui rejoue contre Guingamp. C'est vrai que c'est des joueurs jeunes qui ont côtoyé la CFA il y a peu de temps. Et on les confronte à deux matchs en 4 jours, 3-4 jours, de Ligue des Champions et de Ligue 1, pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude de répéter ce genre de performance. Ça me paraissait compliqué et osé de mettre Diakabi en défense centrale, hein. Moi, je vous le répétais, pour moi, il y a une défense centrale, il faut la mettre en place et il faut instaurer cette défense et la laisser pour qu'elle prenne ses marques et ses automatismes. C'est tout simplement ce qu'une défense centrale a besoin. Je veux dire, Mapou, l'année dernière, il jouait avec Umtiti. Umtiti n'est plus là. Donc il doit prendre ses repères avec une nouvelle défense centrale. Si on décide que c'est Mapou et Nkoulou, la défense centrale, et ben on doit les faire jouer ensemble pour qu'ils apprennent, qu'ils aient leurs repères. Voilà, pour moi aussi, on met Mamana que j'ai trouvé hyper bon, hyper fort, enfin, surtout dans le derby contre Saint-Etienne. J'ai trouvé d'une classe, d'une tranquillité, d'une technique, une super relance. On ne donne pas confiance. On préfère mettre Diakabi, un joueur de la CFA. Que, franchement, vous êtes Bapou, vous êtes Mamana, vous êtes même Morel, vous vous dites quoi? Vous vous dites, moi on est écarté, ou on est remplaçant, et Genesio met à la place, excusez-moi, je ne vais pas porter préjudice à ce joueur, Diakabi, on préfère un gamin de 19 ans qui n'a aucune expérience en Ligue 1. Vous vous dites quoi? Vous prenez un coup sur la tête, je sais pas. Donc voilà. Et on a vu ce que ça donnait par la suite. On a vu. Donc voilà. Bon, à part ça, après, l'équipe était cohérente, hein. Ribus Raphaël sur les côtés, ça, c'est venir à leur poste du côté de l'OL, donc il n'y a pas de souci. Un milieu à 3, voilà, on attendait ça. Darder Gonalon, Tolisso, impeccable. L'attaque qui a, qui a flambé l'année dernière, hein. Chiesa à la droite en faux pied, Cornet à gauche, et la Casette en avant-centre. Un trio, donc beaucoup d'équipes de Ligue 1, je crois, aimeraient avoir. D'accord. Voilà. Donc on retourne aux fondamentaux, ce 4-3-3. Ça se passe super bien en première mi-temps, des occasions, du jeu quand même. Derrière qui loupe deux grosses occasions, même si ce n'est pas son rôle, il n'est pas avançant, il est peut-être moins habitué à être devant la cage, mais il faut convertir cette occasion. La Casette tire un penalty cœur de Gonalon, 1-0 à la mi-temps. Voilà, Lyon mène. On se dit la sérénité est là, solidité, pas trop d'occasions pour les Guingampais en première mi-temps. On se dit voilà, deuxième mi-temps, on y retourne, on met le bleu de chauffe, et on inscrit ce deuxième but, on fait le break, c'est un minimum face à Guingamp. Je ne veux pas manquer de respect à Guingamp, mais il faut rappeler quand même avant le match, les chiffres aussi, hein. Il faut rappeler que Guingamp, c'est un peu plus de 7000 habitants. Le parc OL, c'est une capacité de 60 000 personnes quasiment. On est d'accord. Ça, c'est des chiffres qui font peur quand même, hein. C'est des chiffres vertigineux. Et on a cet Olympique Lyonnais. 46e minute, Diakabi qui fait une erreur. Et l'égalisation au retour des vestiaires. Comment vous voulez prendre comment on prend ça? Comment on prend ça? Donc voilà. Et un partout. Puis Lyon est déstabilisé. On dirait que Lyon accuse le coup sur cette égalisation. Ils ne savent plus quoi faire du ballon. Tactiquement, ils sont à la rue. Et 3 minutes après, ça n'y manque pas, hein. Lyon récupère se relance côté gauche. Mauvaise passe, mauvaise relance. Pas d'assurance. Passe au hasard quasiment. Guingamp récupère, déboule. Centre. Centre en retrait et but. Et but pour Guingamp 2-1.
on croirait rêver quasiment. Enfin, on croirait rêver. 2 incursions, 2 buts en deuxième mi-temps. Et Diakabi qui fait encore une mauvaise passe, qui se fait prendre au duel, au dribble. Nkoulou qui n'y est pas non plus, et ça fait 2-1. Et ensuite, Lyon essaie de revenir, balbutie son football, n'arrive même pas à faire une action construite. On ne comprend pas, on se demande Cornet qui passe à côté de son match, qui est inoffensif, il n'arrive pas à faire une percussion, un dribble, un coup de rein, c'est pathétique. Guézal, c'était quasiment le seul à être tonitruant, percutant, donc voilà, et on prend ce troisième but par Marcus Coco sur un contre, il efface 2 joueurs, 3 joueurs, il efface Nkoulou, il frappe, il marque. Un but qu'on pourrait marquer à l'entraînement. Voilà, bref, 7-3-1, c'est un fiasco, les joueurs se font siffler, il y a beaucoup de choses à remettre en cause. Moi, je ne remets pas toute la faute sur Genesio, après il a 2-3 choix qui sont discutables, hein, mais bon, après c'est au staff hein, aussi d'insuffler cette dynamique, cette confiance aux joueurs aussi, puis de faire les bons choix. Mais après, c'est les joueurs qui perdent le fil trop facilement. Il faut se réveiller, c'est Guingamp en face. Voilà. Donc voilà, cette semaine de l'Olympique Lyonnais, 3 défaites en une semaine, hein. Je vais vous rappeler aussi des statistiques assez vertigineuses. L'Olympique Lyonnais n'a pas gagné un match à l'extérieur depuis son match l'ouverture du championnat à Nancy, 3-0, triplé de la Casette. C'était mi-août. Et là, on arrive fin octobre. Et depuis, Lyon n'a pas gagné un match à l'extérieur. Et nous n'avons même pas marqué un but à l'extérieur depuis. Parce que même si nous avons pris un point, par exemple à Marseille, c'était un 0-0. Voilà. Ensuite, il n'y a eu que des défaites à l'extérieur. Défaite à Nice, défaite à Lorient. Donc ça, c'est des statistiques qui interpellent, hein. Donc ça fait depuis quasiment un mois et demi, 2 mois qu'on n'a pas mis un but à l'extérieur. Avec l'attaque qu'on a, les joueurs qui sont capables de faire le pressing au milieu de terrain, pour moi c'est impensable. Et puis même là, on prend ces 3 derniers matchs. On prend Nice, on prend Turin, la Juve, on prend Guingamp. 3 matchs, hein. On n'a pas mis un but dans le jeu. Pas un but sur une action de jeu. Le seul but, c'est sur penalty d'Alexandre Lacazette en première mi-temps, donc contre Guingamp. C'est le seul. Donc ça aussi, ça interpelle quand même toutes ces statistiques, toutes ces choses. Ce n'est pas possible avec autant d'attaquants de ne pas marquer de but. Ce n'est pas possible. Donc voilà, on a fini de parler de l'Olympique Lyonnais. On va parler de ce choc un peu hein, qui met tout le monde en appétit, hein, tous les fans de football attendent ce match depuis un certain temps, hein. C'est ce PSG Olympique de Marseille, bien sûr, hein, qui donc, alors où je vous parle, a débuté depuis un petit quart d'heure, hein, à peine, hein, et, il y a bien sûr toujours 0-0. Et on va d'abord commencer par la composition des équipes, avec ce PSG Marseille, avec Rudy Garcia, donc, qui a repris les rênes de l'Olympique de Marseille cette semaine, hein. Il va disputer son premier Classico. C'est toujours excitant pour un entraîneur hein, de pouvoir coacher ce genre de match. On va commencer donc par la composition de Unai Emery et du Paris Saint-Germain. Donc lui, il ne change pas grand-chose hein, après cette belle prestation, enfin cette convaincante victoire face au FC Bâle, que très peu de changements. Toujours Areola dans la cage, hein, toujours ce gardien, donc Areola, jeune gardien qui va être sûrement numéro 1 cette saison, il le mérite. Donc nous avons Serge Aurier en latéral droit, Marquinhos Silva, Maxwell qui a pris la place de Kurzawa, hein. Kurzawa, c'est vrai qu'il a fait pas mal de matchs à répétition, peut-être qu'il avait besoin de souffler. Puis Maxwell, joueur d'expérience dans ce genre de classico, a donc été préféré Kurzawa. Et le milieu de terrain, ça reste un grand classique, hein, si ce n'est à noter la surprise et l'absence sur la compo, le 11 titulaire de Blaise Matuidi, remplacé par Thiago Motta. Thiago Motta donc en sentinelle devant la défense hein, en nuant 6. Et on a donc Verratti et Rabiot en relayeurs qui vont être chargés d'alimenter le milieu de terrain dans des rôles de piston.
Et Rabiot qui a fait un match exceptionnel face au FC Bâle, il faut le rappeler qu'il est très jeune, hein, il a 22 ans. Et en tout cas, vraiment, il s'impose cette équipe du PSG. Et ensuite devant, la triplette qui ne change pas, hein, Lucas, Cavani, Di Maria. Même si Di Maria, je le sens un peu en difficulté quand même, ce début de saison, hein, un joueur de sa trempe, de son calibre, pour moi, il doit faire beaucoup mieux. Mais vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Il a marqué là contre le FC Bâle l'ouverture du score, hein, il n'avait pas marqué depuis le début de saison. Il est moins décisif, on le sent moins en jambes, beaucoup moins percutant. Voilà, pour moi, il y a la concurrence à faire jouer quand même, parce qu'on ne sent pas un Di Maria au top, hein. Voilà, donc cette compo avec maintenant celle de Marseille. Donc toujours Johan Pelé dans la cage, tu regardais les buts. Avec une défense à 5 aussi du côté des Marseillais, hein. Je crois que c'est un peu à la mode, hein. Bon, après, il faut faire aussi en fonction des joueurs qu'on Marseille à leur disposition. Il y a des blessés comme Cabella qui ne sont pas là, qui auraient pu peut-être postuler à un autre poste. Donc on a cette défense à 5 avec le retour de Fanny, hein, n'oubliez pas, qui est revenu à Marseille, hein. Marseille l'a rappelé, il est revenu. Donc Fanny, Roland en défense centrale, là, il est mis avec Rolando et Doria. Donc, une défense c'est quand même solide avec ces trois-là. Bedimo à gauche, en latéral gauche, avec Sekai à droite. Au milieu de terrain, on a donc Anguissa et Diarra en milieu défensif, hein, chargé de protéger la défense. Ils sont déjà 5 quand même. Ensuite, on a Tovin qui joue vraiment dans l'axe de ce milieu de terrain, même si c'est plutôt un joueur qui a l'habitude de jouer sur les côtés. Là, il est positionné dans l'axe derrière les deux attaquants, hein, que sont Gomis et NJ. Voilà, donc on peut parler d'un 5-3-2, voilà, donc ou un 5-2-3 comme on veut, hein, avec Anguissa, on pourrait dire les 5 défenseurs et Anguissa Diarra devant la défense, 3 attaquants, Tovin, Gomis, NJ. Donc voilà, c'est une animation assez cohérente quand même, hein, du côté marseillais. Donc voilà, vous avez les compos dévoilés. Et voilà, des choix ont été faits, hein, par Rudy Garcia. Il a encore quelques cartouches sur le banc avec Bounassar, avec Rekik en défense. On sait pas pas trop dans la mentalité de Rudy Garcia de faire des choix défensifs. Puis on a Zinedine Machache, Maxime Lopez. Bon, c'est vrai que ça fait un peu pas d'énormes munitions, mais il y a une équipe quand même cohérente, hein. Donc ce grand classico avec Rudy Garcia qui est arrivé du côté marseillais cette semaine, qui va remplacer Franck Passy. Il arrive avec son staff, notre Rudy Garcia qui est toujours connu pour faire du beau jeu. À la Roma, il a fait du beau jeu, à Lille, même si les résultats, il ne gagne pas toujours des titres, il a quand même gagné à Lille, avec une victoire en Coupe de France et une victoire en championnat en 2010, champion de France. À Roma, il a pas réussi à vraiment gagner de titre. Il a titillé la Juve, hein, qui était vraiment au-dessus des autres quand il était à la Roma. Même ça s'est un peu fini en queue de poisson. Je dois dire qu'il a fait quand même du très beau jeu avec la Roma, hein. C'était pas non plus des hyper grosses stars il y avait quand même des bons joueurs, de quoi faire quelque chose, mais il a fait quand même quelque chose. Il a quand même tiré vraiment le maximum qu'il pouvait avec la Roma, je trouve. Il a fait du beau jeu comme d'habitude. Donc là, il s'impose à l'Olympique de Marseille, hein. Puis il a déjà fait des choix forts avec. Il a enlevé Capitana Alassane Diarra, il l'a donné à Gomis, hein. C'est vrai que Gomis, on sent que cette année, il a une emprise sur le groupe, on le sent leader, on le sent investi d'une mission. Donc voilà pour planter le décor un peu dans ce PSG Olympique de Marseille, ce classico, hein, qui vient conclure cette 10e journée de Ligue 1. Donc voilà, comme je l'avais dit, on ferme ce chapitre Ligue 1. On va balayer un peu aussi l'actualité européenne. Donc des résultats assez étonnants quand même, je dois dire, avec un choc qui était attendu aujourd'hui, ce Chelsea-Manchester United. Donc ce Chelsea-Manchester United qui nous a donné une victoire de Chelsea 4-0. Une victoire assez étonnante quand même, 4-0 contre M United. Même si M United est dans le dur aussi, mais quand même c'est un choc Chelsea-Manchester. 4-0, c'est assez quand même, c'est assez dur quand même. C'est pour moi
assez surprenant. Surtout que Mourinho est venu là pour vraiment entreprendre un travail. Et il était vraiment venu avec confiance à Manchester, même Zlatan Ibrahimovic. Il y a quand même des joueurs dans cette équipe. Quand on les voit autant en difficulté, bah, c'est vrai que ça interpelle. Donc, on voit que Manchester United pointe à la 7e place de Première League. Derrière Everton, hein, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Arsenal deuxième derrière M-City. Donc trois équipes en plus qui ont le même nombre de points, Liverpool, Arsenal et M-City. Et Chelsea qui pointe avec 19 points, Tottenham. Et on voit United déjà largué à 6 points. Donc ça aussi c'est quand même des choses qui interpellent encore une nouvelle fois parce que United doit être dans les 3-4 premiers, minimum. Et c'est vrai que ça, c'est vrai que Mourinho, on sait qu'il a du crédit quand même en première ligue. Du côté de Man United, hein, il ne sera pas licencié, il ne sera pas remercié, hein, parce que c'est quand même un grand entraîneur, il a une renommée, il peut tirer profit de sa renommée, parce que peut-être qu'un autre entraîneur aurait peut-être déjà sauté, comme je peux m'exprimer. Mais lui, on va lui accorder cette confiance. Et, je vais vous donner quand même le nom des buteurs, si on arrive à les voir. 4-0 pour Chelsea. Notez qu'il y avait quand même Pogba et Martial du côté de United, hein, qui sont des grands espoirs, et puis même, enfin, un grand espoir du côté de Martial, et, euh, et Pogba qui a déjà confirmé quand même, qu'on attend toujours, hein, avec ce score, avec son transfert, hein, bien sûr, cette pression qu'il doit y avoir sur lui, mais, mais on l'attend toujours au tournant, bien sûr, hein. Et puis voilà, donc cette défaite une nouvelle fois. Ensuite, il y a la défaite aussi assez surprenante de l'Atlético Madrid sur le FC Séville. Puis hier, il y a eu un match nul aussi où Arsenal pouvait taper un grand coup en première ligue et prendre cette première place de première ligue tout seul. Donc vraiment marquer les esprits. Et ils ont fait ce match nul face à Middlesbrough. Et M-City aussi a donc fait aussi le match nul, ainsi que Tottenham. Donc tout le monde reste à 20 points. Et Arsenal pouvait se détacher, mais voilà, ils ont fait ce match nul, hein. Ils ont poussé jusqu'au bout et ça donne. Voilà. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie de nous avoir suivis pour ce deuxième volet de Laurent Gaillard Football Crème. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux coups de gueule, de nouvelles chroniques, de nouvelles analyses. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end footballistique. Profitez-en bien, c'est bientôt fini. Et en tout cas, à très bientôt pour Laurent Gaillard Football Crème.